Opération High Jump 1946-1947. La raison principale était d'établir la souveraineté des États-Unis. En effet, à cette époque, la guerre froide en était à ses débuts et le traité sur l'Antarctique n'existait pas encore. Le 2 décembre 1946, la US Naval Task Force 68, une flotte de 3 groupes navals supervisés par l'amiral Byrd, a quitté Norfolk, en Virginie. Prévoyant de passer 2 mois continus de découverte, d'entraînement et d'investigation scientifique en territoire antarctique, la force de la marine composée de 13 navires, 23 avions, plusieurs hélicoptères et plus de 4700 hommes constituait la plus grande expédition antarctique de l'histoire. De plus, il s'agissait de la première expédition dirigée par la marine dans les eaux antarctiques depuis près d'un siècle. Elle fut lancée le 26 août 1946 et dura jusqu'en 1947. L'opération elle-même connut quelques incidents. Le 30 décembre 1946, l'avion George I entra en collision avec une montagne lors d'un vol de patrouille, alors qu'il photographiait la région. Le sous-marin USS Sydney entra en collision avec un grand bloc de glace lors d'une exploration, et dut repartir vers la Nouvelle-Zélande. Le 15 janvier 1947, le groupe central arriva à la baie des Baleines. On y fonda la base de Little America 4. Pendant les travaux, le soldat Vance N. Woodall trouva la mort accidentellement. La fin de l'opération. Tous ces événements désastreux ont joué un rôle dans la décision de l'amiral Richard E. Byrd, responsable de cette opération, d'interrompre celle-ci. Une grande partie des photographies de cette région étaient sans valeur, car les boussoles y étaient inutilisables, ce qui rendait impossible la localisation des clichés. Byrd est décédé en mars 1957. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que l'amiral Byrd a été en contact avec les intraterrestres dans la Terre creuse le 19 février 1947, où il a parlé avec le maître de cette nation souterraine, qui a mis en garde les nations qui vivent à l'extérieur, c'est-à-dire nous, mais en précisant que nous étions assez décidés à nous autodétruire. Quant à l'opération High Jump, grand saut, elle a été, par son extraordinaire armada, de navires d'avion, de destroyers, de sous-marins, de porte-avions, de porte-hydravions, prise par les intraterrestres, pour une force d'invasion qui se dirigeait droit sur leur base. Peut-être que ces intraterrestres étaient des nazis. Les dégâts subis par cette flotte ont été assez importants, et les circonstances de l'intervention des disques armés de rayons mortels, tellement incroyables par leur technologie, dépassant notre savoir, que nous croyions toujours, par notre vanité, être au-dessus des autres. Mea culpa, mea culpa, mea culpa. Tous les événements, concernant l'attaque de la flotte, ont été passés sous silence au nom du secret d'État. Prologue, opinion et thèse de l'auteur. Cette flotte, que l'on pourrait plutôt appeler armada, composée des éléments cités ci-dessous, ressemble sans aucun doute possible à une flotte d'invasion et d'attaque, sur un continent ou un ennemi non identifié. L'amiral Byrd déclara avant de partir, le 2 février 1947, « Mon expédition est de nature militaire » et il ne donna aucune autre explication. Par contre, officiellement, celle-ci était de facture scientifique d'exploration et l'établissement d'une base à caractère scientifique en Antarctique. Cette expédition devait durer 6 mois, mais suite à l'accident d'un avion, du sous-marin, qui d'après le rapport officiel, aurait percuté un bloc de glace et aussi par une perte d'hommes conséquente, et qui concerne des douzaines de militaires décédés, celle-ci se replia, pour ne pas dire qu'elle prit la fuite au bout de 2 mois. C'est quand même étrange, pour une armée entraînée, depuis la Deuxième Guerre mondiale, d'abandonner aussi précipitamment sa mission, et qui avait pour la mettre au point, engagé certainement beaucoup de personnes, de travail et principalement un argent colossal. On peut se poser la question suivante,
qui ou quoi a fait rebrousser chemin à une des armées les plus puissantes du monde. La seule réponse est les extraterrestres ou les intraterrestres, ayant des bases sous-marines ou surgissant de la terre creuse, en voyant cette invasion militaire, qui se sentant menacés, ont envoyé leurs disques volants attaquer l'escadre. Cette défaite des USA, devant des appareils d'une technologie, défiant toutes les lois de la gravité, avec une vitesse fantastique de plusieurs milliers de km/h et des changements de direction brusques à 90 degrés, ainsi que des vitesses ascensionnelles fulgurantes, ne pouvaient que semer la terreur, parmi les marins des navires et les aviateurs, qui eux, étaient impuissants devant un tel déchaînement de puissance, avec leurs seuls avions à hélice. De plus, les armes des disques étaient des rayons qui pulvérisaient les avions en vol, sans laisser aux pilotes le temps de sauter en parachute. Tous ces faits ont été cachés par les gouvernements successifs, sous le sceau du secret d'État, ils ont masqué leur impuissance derrière un mur de silence ou comme une chape de plomb. Opération USA organisée par l'amiral Richard E. Byrd en Antarctique sous le commandement de Richard Cruzen. Elle fut lancée le 26 août 1946 et dura jusqu'en 1947. Cet impressionnant déploiement de force fit appel à 5000 hommes, 13 navires et de 26 avions. Détail de la flotte de l'amiral Byrd. Western Group, Task Group 68-1. Porte-hydravion USS Currituck, AV-7. Destroyer USS Anderson. Pétrolier USS Cacapon. Central Group, Task Group 68-2. Navire de commandement USS Mount Olympus. Attaque Cargo Ship USS Yancey. Attaque Cargo Ship USS Merrick. Sous-marin USS Senney. USS Burton Island, AG-88, brise-glace. USCGC Northwind, WAG-282, brise-glace. Eastern Group, Task Group 68-3. Porte-hydravion USS Pin Island. Destroyer USS Bronson. Pétrolier USS Canisteo. Carrier Group, Task Group 68-4. RADM Richard E. Byrd JRUSN, officier en charge. Porte-avions USS Philippines. Voici mon opinion, celle de Daniel Juillet, sur la théorie de la Terre creuse, dont les entrées seraient au pôle Nord et Sud. Je ne sais pas si ces récits et exploits sont véridiques ou s'ils sont issus de la science-fiction ou de l'imagination fertile de cerveaux en ébullition. Mais il y a vraiment trop de concordances et de détails précis entre eux, pour les rejeter en bloc, sans en avoir fait une analyse objective. Je tenais donc à ce que les personnes intéressées par ces aventures extraordinaires et hors du commun se fassent une opinion sur la possibilité que les gouvernements des grandes puissances nous cachent l'existence de civilisations intraterrestres qui habiteraient et prospéreraient à l'intérieur de notre Terre qui, celle-ci, aurait la forme d'une immense géode, avec au centre une énergie suspendue sous l'apparence d'un petit soleil qui aurait été créé par une technologie inconnue, qui dépasse l'entendement de notre intelligence. Ces races intraterrestres, qui ne nous sont pas hostiles et qui vivent sans s'occuper de notre civilisation ultra-belliqueuse envers les autres peuples, et pour ne pas dire, qui s'entretuent depuis des millénaires, en provoquant des génocides, depuis notre apparition sur cette terre. Il est possible que cette avance technologique de plusieurs milliers d'années nous terrorise et nous abaisse psychologiquement. Il est donc plus aisé de refouler et d'enterrer systématiquement, au fond de nous-mêmes, la vérité quand elle nous dérange. Quoi qu'il en soit, comme disait Hamlet, dans sa réplique, il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel, Horatio, que ne peut en imaginer ta philosophie. Il semblerait, peut-être,
que l'emplacement de l'Atlantide, dont la civilisation a disparu, lors d'un cataclysme tellurique et dont personne n'a été capable de situer géographiquement le lieu de son engloutissement, se trouverait dans la terre creuse, ou enfoui sous la glace de l'Antarctique, un des emplacements que l'on ne peut encore fouiller. Ce serait, pour cette raison que l'Atlantide n'aurait jamais été retrouvée. Mais, le réchauffement climatique pourrait la faire ressurgir dans un futur proche. Coordonnées des ouvertures polaires, au pôle Nord, 141 degrés de longitude est et 84,4 degrés de latitude nord. Au pôle Sud, 39 degrés de longitude ouest et 84,4 degrés de latitude sud. Date chronologique de Richard Byrd. 1888 – 25 octobre Richard Byrd naît à Winchester, Virginie, États-Unis, NS. 1912 Byrd entre dans l'US Navy, États-Unis, NS. 1926 – 9 mai l'explorateur américain Byrd survole pour la première fois le pôle Nord, Groenland, N. 1927 – 29 juin Byrd réalise sur le Fokker FVI à 3 mètres America un vol de New York à Vers-sur-Mer, France, N. 1928 l'explorateur américain Byrd organise une expédition radioamateur en Antarctique, NS. 1929 – 29 novembre l'explorateur américain Byrd survole le pôle Sud sur un Ford trimotor, Antarctique, N. 1933 l'expédition Byrd, financée par la NGS, cartographie par avion, Antarctique, NS. 1946 – 26 août l'amiral Byrd lance l'opération High Jump, 13 bateaux, 23 avions, 4700 personnes, pour explorer l'Antarctique, États-Unis, NS. 1946 – 12 décembre le groupe ouest de l'opération américaine High Jump atteint les Marquises, France, NS. 1946 – 28 décembre le groupe est de l'opération américaine High Jump atteint l'île Pierre Ier, Antarctique, NS. 1946 – 30 décembre l'avion George Ier, opération High Jump, entre en collision avec une montagne lors d'un vol de patrouille, Antarctique, NS. 1947 – 15 janvier le groupe central de l'opération américaine High Jump arrive à la baie des Baleines, Antarctique, NS. 1957 – 11 mars Richard Byrd, aviateur, explorateur polaire, meurt à Boston, États-Unis, NS. Nouveau monde la théorie de la Terre creuse. La théorie de la Terre creuse a été émise pour la première fois en 1906 par un écrivain américain, William Reed, et reprise plus tard par un autre américain, Marshall B. Gartner, en 1920. En 1959, F. Amadeo Giannini écrivit le premier ouvrage sur le sujet depuis les travaux de Gartner. La même année, Ray Palmer, rédacteur en chef du magazine Soucoupe volante, se servit de cette théorie pour offrir à ses lecteurs une explication logique de l'origine des soucoupes. Les thèses de Reed et de Gartner trouvèrent une confirmation dans les expéditions polaires de Byrd, l'Arctique, en 1947, l'Antarctique, en 1956. L'explorateur américain s'aventura sur une distance de 2700 km au-delà du pôle Nord et de 3700 km au-delà du pôle Sud, pénétrant dans un territoire inconnu, libre de glace, qui s'étendait à l'intérieur des dépressions polaires. Ce territoire n'est mentionné sur aucune carte. La véritable signification des découvertes de l'amiral Byrd fut étouffée dans l'œuf. On ne lui donna pas l'attention qu'elle méritait, jusqu'au moment où Giannini et Palmer s'emparèrent de l'affaire. Nous expliquerons plus loin pourquoi cette information n'atteignit pas le public. Une information qui pourtant concerne une des plus grandes découvertes géographiques de toute l'histoire,
plus grande peut-être que la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, car si ce dernier découvrit un nouveau continent, Byrd, lui, découvrit un nouveau monde d'une superficie égale, ou peut-être même supérieure à celle de nos 5 continents réunis. Responsable des pilotes de l'expédition arctique de Donald Baxter Macmillan, le 9 mai 1926, il tente le survol du pôle Nord avec le Fokker baptisé Josephine Ford, quelques jours avant le survol du pôle par Amundsen avec le dirigeable Norge, mais il est contraint de faire demi-tour à cause d'une avarie. Il reçoit néanmoins la médaille du Congrès. La fantastique découverte de l'amiral Byrd. L'amiral Richard Evelyn Byrd, grand chancelier de l'Ordre de Lafayette et de la Croix du Mérite, secrétaire perpétuel de l'Académie fédérale de la Marine et des Sciences, d'après un article de Jean Brun de l'hebdomadaire Nostra du numéro 425 de la semaine du 29 juin au 4 juillet 1980, aurait vécu une aventure tout à fait exceptionnelle dans les glaces du pôle Nord et du pôle Sud. Le 14 juin 1926 à 74 mètres d'altitude à 12h08 en Arctique. L'amiral Richard Byrd, accompagné d'un capitaine de vaisseau et de 2 quartiers-maîtres, marchait depuis des heures sur la banquise, escaladant les moutonnements chaotiques des glaces éternelles, dévalant de dangereux à pics plus périlleux qu'un rocher vertical. Et soudain, du haut de la falaise blanche où l'expédition était parvenue au prix de 1000 dangers, ils découvrirent un spectacle inoubliable. Sous leurs yeux médusés s'étendait une longue vallée étroite et profonde couverte d'une végétation luxuriante et apparemment baignée d'un chaud soleil permanent, une véritable oasis de vie au milieu du grand désert de glace. D'un geste machinal, Richard Byrd consulta son thermomètre, -58 degrés. Son adjoint, le capitaine Fitin, nota sur le journal de marche, le 14 juin 1926 à 74 mètres d'altitude à 12h08. Les 4 hommes se mirent à dérouler les échelles de corde, pour rejoindre la merveilleuse prairie, qui s'étendait à une centaine de mètres en contrebas, au pied de la muraille de glace, au sommet de laquelle ils se trouvaient. Après une longueur de descente, ils avaient changé de monde, une plaine où régnait une végétation prolifique et presque paradisiaque s'étalait devant eux. La chaleur était douce et pénétrante, le thermomètre indiquait 19,8 degrés, les obligea à quitter leurs équipements d'explorateurs polaires. Sous leurs pieds, ils foulaient une herbe drue et grasse. À perte de vue, en croyant à peine leurs yeux, Byrd et ses compagnons apercevaient des petits ruisseaux coupant les herbages naturels, des lacs, des collines boisées. À 1500 mètres environ, ils virent une tache brune qui se déplaçait lentement. Jumelle braquée, Richard Byrd observa un animal massif au pelage brun qui entra dans un fourré. Un animal qui ressemblait étrangement à un mammouth. Hélas! Il fallait borner là l'exploration de ce jour. La fatigue de chacun, le manque de vivres, l'épuisement des accumulateurs de radio faisaient un devoir au chef du détachement d'ordonner sans perdre un instant le retour au campement de base. Après avoir repris quelques forces et renouvelé leurs équipements, Byrd et ses compagnons prirent, à nouveau, la route pour tenter de retrouver ce qu'il appelait entre eux le paradis perdu. Malheureusement, il leur fut impossible de retrouver la vallée. Situé pratiquement à quelques kilomètres du pôle géographique, il avait été impossible au capitaine Fitin d'en effectuer le relevé des coordonnées topographiques. Les expéditions, effectuées par l'amiral Richard Byrd, aux 2 pôles de notre planète, ont marqué pour toujours notre civilisation, qui se croyait être l'entité supérieure de la Terre. Les 2 expéditions en Arctique, du 14 juin 1926 et du 19 février 1947, ont révélé la découverte extraordinaire, qu'il existait des entrées au pôle Nord et Sud d'une Terre intérieure avec une civilisation intraterrestre, dont les technologies dépassent les nôtres de plusieurs milliers d'années, d'après l'amiral Richard Byrd. Lors de ces expéditions, Byrd entra tout simplement dans les déclivités polaires,
qui pénètre à l'intérieur creux de la Terre, là où règne un climat tropical et où se développe une vie végétale, animale et humaine. Ces déclivités polaires nous sont inconnues actuellement et les gouvernements nous le cachent, car ils savent que c'est de là que sortent certains ovnis, prouvant que la civilisation atteinte par les gens de l'intérieur dépasse de loin nos capacités technologiques, et que l'on n'a aucun intérêt à les affronter. Notre planète est creuse, l'entrée se trouve au pôle. Voilà la découverte de l'amiral Richard Byrd. L'amiral Richard Byrd qui, lors de cette mission, eut un contact direct avec un alien, en particulier un alien accompagné d'autres aliens, de forme totalement humaine. 2. Le contact direct que l'amiral Byrd eut avec un vieillard ayant la même constitution qu'un humain et se présentant tel quel, le marquant à tel point que sa vie en fut changée, car lui ne pouvait s'attendre à être choisi pour divulguer ses nouvelles. 3. L'alien lui dit qu'il est un homme bien et c'est pourquoi il s'adresse à lui. Cette aventure est relatée dans mes vidéos, sur YouTube avec comme titre « Amiral Byrd Aventure en Terre Creuse ». Il y a eu en 1829, 2 marins, le fils Olaf Jansen et son père qui ont embarqué sur un sloop de pêche. Olaf écrit « J'avais 19 ans quand nous avons entrepris ce qui s'est avéré être notre dernier voyage en tant que pêcheur et qui a abouti à l'histoire étrange qui devra être révélée au monde. Je me rappelle bien que nous avons quitté Stockholm dans notre sloop de pêche le 3e jour en avril 1829 et avons navigué au sud, laissant l'île de Gotland à gauche et l'île Élan à droite. Je ne peux pas relater toute l'aventure qui leur est arrivée, dans le pays des géants, qu'ils ont rencontré dans la terre creuse, en remontant un fleuve. Le long des berges, on pouvait voir de grandes forêts s'étirant sur plusieurs milles de longueur sur le littoral. Le bord de la rivière était couvert de belle façon, d'arbres gigantesques de plusieurs centaines de pieds de haut. Il nous semblait être aux abords de quelques forêts primitives qui sans aucun doute, devaient s'étirer loin à l'intérieur. Des géants de 3,67 m et un grand prêtre de 4,26 m, une véritable civilisation de géants aimables, très avenants et surtout très enjoués. On était autour du 1er septembre, plus de 5 mois, nous l'avons calculé, après avoir fait nos adieux à Stockholm. Olaf Jansen prétend que l'ouverture du nord, ou la largeur du trou, pour ainsi dire, est d'environ 1400 milles de diamètre. Cette aventure est relatée dans mes vidéos, sur YouTube avec comme titre « Olaf Jansen Aventure en Terre Creuse ». Opération High Jump 1946-1947. Historique. 1. Le mythe de Neuschwabenland. Ainsi au début des années 1930 le commandant Alfred Riescher partit en expédition avec un bateau appelé Schwabenland, spécialement équipé pour cette expédition. 2 avions furent catapultés de ce navire en janvier 1939. Ils lancèrent des piquets avec la croix gammée et déclarèrent cette région allemande et la nommèrent Neuschwabenland, un territoire aussi grand que l'Allemagne. Alfred Riescher déclara que sa mission confiée par Marshal Göring était achevée, qu'il avait couvert un territoire de 600 000 km² et qu'il y avait jeté des drapeaux allemands tous les 25 km et qu'il avait photographié 350 000 km². Ensuite des tâches furent confiées à Karl Dönitz par M. Göring, le chef de la flotte sous-marine. On ignore encore la teneur de cette mission en Antarctique. L'on sait simplement que ces navires sont partis vers l'Antarctique. L'on sait aussi que Dönitz fit ces déclarations, mes hommes ont trouvé un vrai paradis terrestre. Et il fait une deuxième déclaration en pleine guerre avec la Russie, la flotte du Führer peut être fière d'avoir construit pour le Führer une citadelle imprenable. Seuls quelques initiés pouvaient savoir de quoi il parlait. 2. La neige.
Après la guerre, fut découvert des plans et dessins assez curieux de soucoupes volantes et d'objets divers dans les archives du Reich comme s'il travaillait à la conception de soucoupes volantes mais ils n'étaient pas au point et ne survolaient au-delà de quelques mètres du sol. Le Hannerge peut apporter quelques réponses car il s'agit d'une association très secrète du Troisième Reich. De nos jours, des recherches sont encore en cours concernant cette association. Il s'agissait de magie et de mystique, d'occultisme et paranormal où des fonds du gouvernement étaient largement donnés pour les études. Le SS Heinrich Himmler et bien d'autres s'étaient fortement impliqués. Cette organisation est née en 1935. Il s'agissait de retrouver l'identité allemande au travers des Aryens et ils s'intéressèrent aussi à Atlantis parce qu'un savoir oublié donnait de la puissance si les secrets étaient retrouvés, ce qui donnait aux SS un caractère profondément raciste et haineux. Ils voulaient donc accéder à des technologies avancées dont il fallait trouver les formules, ce qui pourrait leur donner la puissance et la domination du monde et créer le nouvel ordre mondial selon leurs propres critères. En 1945, des sous-marins allemands entrèrent dans le port d'Argentine Mar del Plata. Ce convoi du Führer, une flotte ultra secrète qui ne dévoila pas sa mission, reste donc anormalement un mystère. Le commandant parla d'une mission appelée Valkyrie 2. Parmi les passagers, des personnes au visage caché. Des documents importants du Troisième Reich se trouvaient à bord. Les renseignements américains surent que la plupart des marins se trouvant à bord de nombreux sous-marins avaient participé à des opérations en Antarctique pendant la guerre. Quelles raisons toutes ces missions en Antarctique, quels étaient leurs buts? La carte de l'amiral turc Piri Reis du XVIe siècle montre l'Antarctique libre de glace. L'amiral Piri Reis, turc, au XVIe siècle avait dessiné des cartes dont une qui montrait avec précision étonnante les contours de l'Antarctique Nord, continent qui ne fut découvert que 300 ans plus tard. Cet amiral écrit qu'il a pu dessiner cela grâce à des archives existantes depuis plus de 3000 années. Le pôle Sud était à cette époque sans glace. Les données de cette carte étaient plus précises que celles du XXe siècle. Personne n'a découvert d'où provenaient ces archives sur lesquelles travaille cet amiral turc. Les nazis cherchèrent partout, au Tibet, chez l'ordre des Templiers, dont il est certain que les archives et livres existent toujours. Au début de l'année 1947, le célèbre explorateur Byrd entreprit sa 4e et dernière expédition en Antarctique, une expédition radicalement différente des autres et portant le nom de High Jump. L'armée américaine lui fournit un matériel militaire de grande ampleur avec une armée de 5000 hommes, ce qui était curieux pour une recherche scientifique. Byrd déclara avant de partir, le 2 février 1947, « Mon expédition est de nature militaire » et il ne donna aucune autre explication. Témoignage du pilote John Sayerson faisant partie de l'expédition High Jump sur l'attaque du 26 février 1947. Le pilote chevronné militaire John Sayerson, témoin de l'expédition, décrit le combat dramatique le 26 février 1947 dans les termes suivants: « Ces trucs sortaient de l'eau à une vitesse incroyable comme poursuivis par le diable et passaient au travers de nos mâts avec de tels courants d'air qu'ils cassaient nos antennes. Des avions qui venaient de Casablanca furent abattus par des rayons qui sortaient de ces soucoupes et détruisaient ces avions. Je me trouvais sur le pont du Casablanca et je n'y comprenais rien. Tout à coup le destroyer torpilleur Médoc prit feu et commença à couler. Ce cauchemar dura environ 20 minutes. Les soucoupes volantes retournèrent dans l'eau et l'on se rendit compte de nos pertes en les comptant, c'était catastrophique et stupéfiant. À qui donc appartenaient ces soucoupes ? Les questions à ce sujet semblent demeurer sans réponse jusqu'à aujourd'hui. Les ovnis ne ressemblent pas seulement à une boule ou un nuage lumineux, ils possèdent des contours matériels distincts tout comme les objets terrestres, et les Américains se sont toujours intéressés à la technologie magique de l'Allemagne.
Il se passa quelque chose d'extraordinaire et d'inattendu dans une expédition qui devait durer 6 mois dans l'Antarctique mais qui s'arrêta après 2 mois seulement. Brutalement, il fallut fuir. OVNI, le dernier secret du Troisième Reich, titre cette vidéo. Un document russe expliquant la réalité de ce qui s'est passé lors de l'opération américaine Aegimp en 1947. Voyez, ce document explicite bien la réalité de ce qu'affirme Cory God dans Above Majestic. La version officielle de cette opération n'en a pas 10 mots. Nous pouvons par cette preuve constater que tout ce qui est exprimé par les témoignages dans ce document sont réels bien qu'apparaissant pouvoir être de la fiction. Selon God, Bonn a transmis 2 disques durs contenant de nombreux fichiers numériques à Sigmund, révélant des détails sur la flotte sombre, qui est un programme spatial allemand secret provenant de ses bases antarctiques cachées et de l'alliance avec un groupe de reptiliens appelé Draco. Commença alors dans la région de Königen mode des analyses de cette région, des milliers de photographies prises et d'analyses de terrain et tout allait bien. Puis survint un fait mystérieux, le travail fut arrêté au bout de 2 mois et cela demeura un mystère toujours pas éclairci aujourd'hui. Un destructeur de torpilleurs et autres matériaux dont 2 avions furent perdus, des douzaines de militaires décédés. Byrd à son retour déclara que s'il y avait une nouvelle guerre, personne ne serait capable de réussir la bataille avec des engins qui pouvaient en si peu de temps aller à grande vitesse d'un pôle à l'autre en quelques minutes à peine. Et vous ne savez pas tout, on a déjà colonisé Mars et Titan depuis 1940, on nous ment depuis 80 ans et la Navy USA recrute des marins de l'espace. Si tu ne me crois pas, regarde sur YouTube au nom de Cory God. Il a déjà participé à des voyages sur Mars et le président Trump a en direct à la télé dit qu'il fallait une flotte spatiale, car il savait qu'elle existait depuis longtemps, car une faction de nazis avait été introduite à la NASA lors de l'opération Paperclip et qui avait, par l'organisation secrète Majestic 12, créé un gouvernement parallèle et un programme spatial qui ne menait nulle part. Pourquoi croyez-vous qu'ils ont fait exploser en vol une navette sans personne à bord, car il fallait arrêter ce programme désuet de tuyaux de poils volants, qui nous menait nulle part, et qui engloutissait des sommes colossales. Les disques volants que l'on appelle des soucoupes ont été récupérés lors de crash, ils proviendraient du Troisième Reich et les USA les ont remis en état à la zone 51 en S4 au Nevada. Cette zone est ultra secrète, même les présidents des USA ne peuvent pas y accéder. Tout ce qui fut créé avec l'ingénierie inversée furent déplacés vers cette zone 51 en S4 et Eisenhower avait perdu dès ce moment tout contrôle. Il s'est d'ailleurs vu refuser l'accès à cette zone et c'est pourquoi, un général américain 5 étoiles s'énerva et menaçant d'envahir les lieux avec la première armée du Colorado. Ils permirent alors d'y envoyer 2 agents pour rendre compte de ce qui se passait là-bas. Ces agents y trouvèrent plusieurs vaisseaux qui étaient en cours d'ingénierie inverse, des vaisseaux extraterrestres venant d'Allemagne. Il y a des bases sur la Lune, sur Mars installées avant la Deuxième Guerre mondiale et la colonisation de l'espace est déjà très avancée dans toute notre galaxie, les voyages sont ainsi dire instantanés par les trous de verre, et ce n'est pas de la science-fiction. Cory God, d'après ses vidéos sur YouTube, raconte qu'il est allé dans un bureau de recrutement de la Navy quand il était jeune. Que ce bureau lui a proposé de s'engager dans la flotte spatiale qui partait pour la planète Mars. Que cet engagement, sous serment de confidentialité, était de 17 ans. Il a accepté malgré son étonnement, il est parti sur une navette de 300 personnes, à une vitesse fantastique, qui a permis d'effectuer le voyage Terre-Mars en quelques heures. Il raconte qu'il a combattu d'étranges martiens, des sortes de grandes sauterelles, périodiquement. Après avoir terminé ses 17 années sur Mars, il est, d'après ses dires, revenu dans le même bureau, à la même année, le même jour, à la même heure, il l'avait régressé de 17 années. Il lui reste certains souvenirs très vagues qui ressurgissent et qui lui ont permis de raconter cette histoire de retour du futur vers le passé.
Je vous laisse juge, mais vous pouvez toujours vous connecter sur ces vidéos qui sont au nom de Corey Goode. Le pilote chevronné militaire John Sayerson, témoin de l'expédition, décrit le combat dramatique le 26 février 1947 dans les termes suivants: ces trucs sortaient de l'eau à une vitesse incroyable, comme poursuivis par le diable, et passaient au travers de nos mâts avec de tels courants d'air qu'ils cassaient nos antennes. Des avions qui venaient de Casablanca furent abattus par des rayons qui sortaient de ces soucoupes et détruisaient ces avions. Je me trouvais sur le pont du Casablanca et je n'y comprenais rien. Tout à coup le destroyer torpilleur Médoc prit feu et commença à couler. Ce cauchemar dura environ 20 minutes. Les soucoupes volantes retournèrent dans l'eau et l'on se rendit compte de nos pertes en les comptant. C'était catastrophique et stupéfiant.